Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Flo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux professionnels de la montagne. Comme beaucoup de professions, ils se sont retrouvés très impactés également par cette crise du Covid-19. Pendant le confinement, par exemple, l'accès à la montagne était interdit pour ne pas risquer d'engorger les unités d'urgence et de réanimation. Les guides se sont donc retrouvés sans activité. Aujourd'hui, ils ont enfin repris le chemin de la montagne, mais les refuges restent encore fermés jusqu'au 2 juin. Alors comment font-ils face à cette crise ? Pour tenter d'y répondre, j'ai donc joint par téléphone Christian Jacquier. Il est président du syndicat national des guides de montagne. Christian Jacquier, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, avant d'évoquer cette reprise depuis le 13 mai, revenons quelques instants, si vous le voulez bien, sur cet arrêt brutal d'activité intervenu donc au mois de mars. Comment les guides l'ont-ils vécu ? J'imagine que ça a été un gros coup dur. Oui, effectivement, parce que évidemment les guides n'ont pas vraiment l'habitude de rester confinés chez eux, donc ça c'était un peu brutal. Et puis surtout, c'est arrivé à un moment où qui n'était pas du tout une fin de saison pour les guides, mais au contraire, la période du printemps, c'est la période du ski de randonnée, et ça représente presque un tiers de notre activité annuelle. Donc c'est quelque chose qui a impacté fortement l'activité et l'économie financière des guides. Quelles aides avez-vous pu bénéficier de la part de l'État et est-ce que ça a été conséquent pour vous ? Oui, ça n'a pas été négligeable et puis ça a été assez efficace et rapide et pas trop compliqué pour les toucher. On a pu bénéficier effectivement du fonds de solidarité. Ça permettait de toucher environ 1 500 € net d'impôts et de taxes, donc par mois. Donc c'était pas négligeable, hein, ça représentait presque 3 000 € brut, quoi. Donc ça a permis quand même d'atténuer fortement la financière. Est-ce que vous avez un instant imaginé le pire et cette crainte finalement de ne pas pouvoir rechausser les crampons cet été quand on sait que c'est évidemment une saison très chargée pour les guides de montagne ? Oui, on a eu à un moment donné, on était vraiment très très inquiets par rapport à la saison estivale. On était en liaison étroite, notamment avec la FFCAM et puis les gardiens de refuge, et on avait des doutes très sérieux sur la réouverture des refuges, la réouverture des frontières. Donc on pensait qu'on allait peut-être avoir une saison d'été complètement blanche. L'évolution récente semble être un petit peu moins catastrophique. Et vous redoutez encore cette fameuse deuxième vague qui pourrait avoir pour vous de lourdes conséquences, évidemment ? Oui, alors c'est pour ça que, comme tout le monde, on a été très très prudent au moment du déconfinement pour éviter de contribuer à une deuxième vague. Et puis donc on a beaucoup travaillé avec les autres acteurs de la montagne, les fédérations et les autres pros pour définir des règles en liaison avec le ministère des Sports, etc. Donc on a développé des tutoriels pour les guides, etc. pour appliquer les mesures barrières pour éviter évidemment qu'il y ait un redémarrage de l'épidémie, une deuxième vague potentielle, et puis aussi éviter qu'il y ait des accidents de montagne qui viennent surcharger les services de réanimation. Alors depuis le 13 mai, donc vous avez pu reprendre donc l'activité. Vous allez nous en parler de manière partielle et raisonnée. J'imagine que vous avez dû pousser déjà un gros ouf de soulagement. Oui, c'était un gros ouf de soulagement. Et puis c'est une reprise évidemment qui est très progressive, parce qu'il y a quand même la limitation pour le moment des 100 km. Il y a des refuges qui sont fermés, la plupart des remontées mécaniques à l'exception de l'Aiguille-du-Midi et du Mont-en-Vert qui n'ont pas encore réouvert. Donc il y a peu de clients. Et puis il faudra qu'on prenne en compte aussi le fait que les clients peut-être ils n'auront pas la même condition physique que normal, puisque après 2 mois de confinement, il faut faire quand même attention à ça. Donc voilà, donc ça va être quelque chose d'assez progressif, mais enfin, qui va dans la bonne direction. Oui, parce que ça veut dire quoi finalement quand on parle d'une reprise d'activité comme ça de manière partielle et raisonnée ? Ça veut dire que, comme je disais, il y a pour le moment, par exemple, on pense qu'on va pouvoir réouvrir progressivement les refuges à partir du 2 juin, mais jusqu'à présent, donc on n'avait pas de refuge, donc on faisait que des sorties à la journée. Il y avait certaines activités qui, pour le moment, ne reprennent pas parce que c'est très difficile au niveau des mesures barrières à appliquer, etc. Donc il faut s'adapter, mais
Mais la situation, elle évolue en permanence, donc les règles vont évoluer aussi. Alors, on vous demande de bien respecter les normes sanitaires, la distanciation physique, les gestes barrières. Alors, a priori, comme ça, en montagne, avec un tel terrain de jeu, on se dit, bon, ça ne semble pas très compliqué, mais comment ça se passe dans la réalité? Comment parvenir finalement à faire respecter à vos clients, notamment pour ce qui est de l'encordement, par exemple? Oui, exactement. À partir du moment en montagne, bon, à la fois on a des grands espaces, mais quand on fait de l'escalade, par exemple, au relais, on va se retrouver parfois dans des endroits un peu exigus où on aura du mal à avoir la distanciation physique minimale. Bon, puis il y a tout ce qui est, on appelle le pays, hein, enfin, les cordes, les casques, les baudriers, etc. Voilà, il faudra les désinfecter, donc il faut avoir des stocks suffisants. Enfin, il y a tout un tas de contraintes quand même. La taille des groupes qui sera limitée à 5 ou 10 suivant où on va réduire un petit peu la taille des groupes. Et puis après, il y a toute la problématique une fois que les refuges vont être ouverts, du comportement en refuge aussi avec les clients. Pour vous, ça va clairement changer la manière de travailler, à votre avis? Oui, bon, il va falloir s'adapter, je dirais. Hein. Ça peut évoluer assez vite aussi. On ne sait pas trop. On a l'impression que quand même l'épidémie est en train de régresser fortement. Donc peut-être que dans un mois, ça va être plus simple. On ne sait pas encore exactement. Après, ce qui est possible aussi, c'est qu'on va avoir une évolution. On va peut-être pas avoir la même clientèle que d'habitude, parce que dans un premier temps, tant que les frontières ne sont pas réouvertes complètement, il y a toute une clientèle étrangère qui ne va pas venir. À l'inverse, peut-être qu'on va avoir une clientèle française qu'on ne voyait pas d'habitude, qui va peut-être être tentée cette année par la montagne parce qu'ils pourront pas aller à l'étranger, ou peut-être parce que ils auront envie d'autre chose que de plages bondées. Donc peut-être qu'on va avoir une nouvelle clientèle française, familiale, etc., qui aura envie d'air pur, etc. Donc il faudra aussi qu'on soit en mesure de répondre à leurs aspirations, développer des activités qui correspondent à leur capacité. Ils ont peut-être moins de culture montagne, moins de conditions physiques que d'autres, etc. Donc il faudra s'adapter. Mais ça, les guides, ça fait partie de notre ADN, on sait faire. Vous vous adaptez à la météo de manière générale. Voilà. Donc vous pouvez vous adapter aussi à cette pandémie, si je puis dire. Mais alors, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, hein, la montagne française pourrait être dépourvue de clientèle étrangère. Ça vous inquiète, par exemple? Oui, ça c'est quand même inquiétant, parce qu'on sait que la clientèle étrangère, elle est malgré tout très très importante. Bon, c'est encore plus vrai, je dirais, l'hiver que l'été. Et on peut espérer que d'ici la prochaine saison hivernale, les étrangers pourront revenir. Mais c'est sûr que pour un massif comme la Tarentaise, par exemple, si la clientèle américaine ou autre ne pouvait pas venir l'hiver prochain, voilà, ça peut avoir un impact économique très très fort, quoi. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que tous les clients et les guides devront être dotés d'un masque? Oui, il faut absolument. Je pense qu'il y a à la fois le guide va s'assurer que bien informer les clients et s'assurer que tous les clients soient équipés à minima évidemment d'un masque, et puis peut-être de gel hydroalcoolique et de choses comme ça. Après, effectivement, il y a quand même une responsabilité individuelle. Par exemple, dans les refuges, chaque client devra quand même respecter les procédures qui sont en place. Et les guides vont quand même bien éduquer, informer les clients. On a développé des petits tutoriels pour ça. Voilà. Et oui, c'est ça, parce que c'est finalement vous qui avez aussi, en lien bien sûr avec d'autres acteurs de la montagne, vous avez dû faire des propositions, je crois, directement au gouvernement quelque part. Oui, absolument. On a réactivé un petit peu ce qu'on appelle la coordination montagne. C'est-à-dire on travaille étroitement avec les deux grandes fédérations, FFCAM et FFME, et puis entre le syndicat des guides et des accompagnateurs. Voilà. On a beaucoup travaillé avec des médecins aussi urgentistes qui font de la montagne, donc pour essayer de développer des recommandations, des procédures qui soient quand même adaptées à notre activité. Et ensuite, on a pu dialoguer avec le ministère des Sports, mais aussi le ministère du Travail, voilà, pour faire adopter ces règles. Les propriétaires de refuges comme la FFCAM, etc., ont aussi beaucoup travaillé pour développer toutes les procédures concernant les refuges. En liaison avec les préfectures aussi, voilà. Alors, on parle beaucoup de l'alpinisme, mais qu'en est-il pour les autres activités, comme par exemple l'escalade, la via ferrata, le canyoning, la rando glaciaire, etc.?
Oui, c'est pour ça il fallait analyser activité par activité et développer des règles, des procédures adaptées à chaque activité. Donc, mais en gros, on y arrive. C'est sûr que, par exemple, on a quand même l'avantage d'être en extérieur, être dans la nature. Donc, oui, on peut facilement respecter la distanciation physique, comme je disais, à part des cas particuliers comme certains relais. Mais encore, quand on fait des voies d'escalade, on peut aussi choisir des voies où il n'y a pas trop de monde, pas les s'entasser, avoir des voies où il y a des relais un peu spacieux, etc. Bon, après, lorsqu'on est vraiment confronté à un endroit où on ne peut pas faire autrement, à ce moment-là, on va sortir les masques. Mais les masques, on ne va pas marcher et grimper en permanence avec les masques. Les masques, on les sortira uniquement lorsqu'on ne sera pas en mesure de respecter la distance physique. Et pour le canyoning, par exemple, la distanciation physique, elle est peut-être plus compliquée. Alors pour le canyoning, c'est plus compliqué, effectivement, pour le moment. En fait, il y a toutes sortes de canyons. Donc pour le moment, la recommandation, c'est de faire des canyons qui soient pas trop compliqués, qui s'apparentent plus, je dirais, un petit peu à la randonnée aquatique ou des choses où on puisse quand même garder de la distanciation. Mais certains canyons très techniques, par exemple, pour le moment, c'est pas recommandé dans les groupes, voilà, pour le moment. D'accord. Alors vous l'évoquiez, donc les refuges restent pour le moment fermés. Leur réouverture n'est prévue donc à partir de mardi. Est-ce que ça ne vous a pas trop freiné encore pour le moment ? Non, parce que je dirais que pour le moment, le mois de mai, c'est une reprise assez progressive. Donc les clients, de toute façon, il y a très peu de clients qui étaient vraiment là. Donc, par contre, c'est vrai que pour le mois de juin, il faut absolument que les refuges ouvrent. Ça, c'est absolument indispensable. De toute façon, nous, on avait milité auprès du gouvernement pour bien expliquer que c'était même impensable d'avoir des refuges non gardés cet été parce qu'il y avait un risque sanitaire. Laisser des refuges non gardés, voilà, les gens allaient s'entasser dans les refuges d'hiver, n'allaient pas respecter les gestes barrières, etc. Donc, les gardiens vont jouer un rôle très important cet été pour assurer le respect de toutes ces règles et ils vont jouer un rôle de service public à ce niveau-là. Et il serait logique d'ailleurs que dans certains cas, si l'application des mesures menace leur équilibre économique, etc., qui puissent être aidés, compensés à juste titre. Donc là, comment ça se passe ? Quelles sont les prévisions là pour cet été globalement, en espérant que tout refonctionne à peu près normalement? Est-ce que déjà vous avez quelques réservations, même si c'est moins qu'à l'accoutumée? Oui, alors comme je disais, ce qui va être important les prochaines étapes, là, ça va être d'une part la réouverture des refuges, l'assouplissement de la règle des 100 km, et puis progressivement, à partir de mi-juin, début juillet, la réouverture des frontières dans l'espace Schengen au minimal, avec la Suisse, avec l'Italie, etc. Donc, je pense qu'effectivement, il y aura, comme je disais, il y aura des clients étrangers qui seront pas là, mais peut-être qu'il y aura d'autres clients qui vont venir. En tout cas, ce qu'on constate, nous, c'est qu'au niveau, puisqu'on a ouvert les réservations, par exemple pour l'ascension du Mont Blanc, là, du refuge du Goûter, déjà, c'est plein à 80%. Donc, la demande est là. Et je crois que le Club Med, par exemple, aussi, qui va être très impacté avec la clientèle étrangère, ils ont quand même pas mal de réservations de Français qui ne pourront pas aller dans les clubs à l'étranger et qui du coup se reportent sur des clubs en France. Donc voilà. Bon, il va y avoir certainement un impact, une certaine baisse, mais disons que on voit qu'il y a quand même du potentiel. Et là, on lance, nous, avec tous les acteurs de la montagne, France Montagne, Savoie Mont Blanc, les autres, on lance un peu une campagne pour vendre la montagne française, voilà, aux urbains, etc. Et nous allons organiser à partir de lundi soir une causerie hebdomadaire tous les dimanches soirs sur YouTube qui sera en ligne et puis qu'on rediffusera pour parler de la montagne et pour parler voilà, des valeurs et de l'intérêt d'aller en montagne, etc. avec des grands invités. Donc on va faire ça tout le mois de juin. Donc vous êtes confiant pour qu'il y ait du monde et que la montagne reste une destination phare cet été? On espère. D'après certaines enquêtes, il semble que les Français, il y a une certaine envie des urbains d'aller cette année un peu plus vers la montagne que d'habitude. Eh bien, merci beaucoup en tous les cas, Christian Jacquier, de nous avoir répondu. On rappelle que vous êtes le président du syndicat national des guides de montagne et vous devez faire face, comme beaucoup de professions, à cette crise sanitaire inédite. Merci à vous. Avec plaisir. Merci, au revoir. Retrouvez cette interview sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Florent Thierry, journaliste. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.